l'avenir pour la stratégie européenne face aux réelles politiques nationales que vous avez vues dans la table ronde précédemment? Les choix sont évidemment parfois contradictoires d'un pays à l'autre. Est-ce que l'Union européenne est en mesure d'imposer ou de développer une stratégie cohérente sur l'énergie? C'est la question que je vais poser maintenant au directeur du Centre Énergie de l'IFRI, Cécile Maisonneuve. Merci de l'accueillir. Cécile, merci d'être avec nous. Donc, pour commencer tout simplement, est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux de la stratégie énergétique européenne, et ceci en 3 minutes? Alors, la stratégie énergétique européenne est, pour le dire en quelques mots, à bout de souffle. Elle souffre en réalité d'un double problème de cohérence. Un problème de cohérence interne d'abord. Cette stratégie européenne s'est décidée à plusieurs époques et ça a commencé dans les années 90 avec une stratégie européenne orientée sur la libéralisation des marchés. C'est la DG Concurrence qui était élève à Bruxelles et le sujet c'était moins d'État, des marchés de l'électricité et du gaz un peu à l'anglo-saxonne comme on l'avait fait en Angleterre ou aux États-Unis. Et c'est sur cette ligne-là qu'on est parti. Et puis, dans la décennie suivante, face à l'urgence climatique, on a décidé de mettre la stratégie énergétique au service de la stratégie climatique. Et ça s'est traduit par les fameux objectifs 3x20. Ces objectifs décidés en 2008, visant en 2020 à avoir 20% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique européen, à avoir 20% de CO2 en moins par rapport à 1990 et une amélioration de l'efficacité énergétique de 20% pour l'Union européenne. La difficulté, c'est que cette stratégie-là, ça veut dire pas moins d'État, au contraire, plus d'État, ne serait-ce par exemple que toutes les politiques de soutien aux énergies renouvelables qui impliquent des subventions publiques. Alors on est donc dans une situation avec finalement deux lignes très contradictoires qui ont abouti à un résultat aujourd'hui assez contrasté, on va dire. Est-ce qu'on a plus de sécurité énergétique ? Non, dans l'électricité, on est même dans une situation difficile, à la fois avec des surcapacités en période normale et un risque de sous-capacité en période de pointe. Est-ce qu'on a moins de CO2 ? Oui, on en a moins, mais pour moitié, ce n'est pas tellement dû à nos efforts, c'est plutôt dû à la crise. Et est-ce qu'on a plus de compétitivité ? Et c'est là le problème. Non, on n'a pas plus de compétitivité. Au contraire, on souffre aujourd'hui en Europe d'un système énergétique trop peu compétitif, et notamment par rapport aux États-Unis. Et si on a atteint ces résultats assez médiocres, c'est aussi parce qu'on n'a pas su adapter notre stratégie au contexte international. Et c'est ce problème de cohérence externe dont il faut parler. Il y a 3 lames de fond qui, en 5 ans, ont radicalement modifié la donne stratégique, la donne énergétique internationale. La première lame de fond, c'est la crise, je l'ai dit, qui rend les politiques actuelles suivies en Europe extrêmement coûteuses. La deuxième lame de fond, c'est l'explosion des gaz de schiste aux États-Unis. Et vous le voyez sur ce graphe, nous venons de réaliser à l'IFRI une étude montrant les effets de la révolution des gaz de schiste américaine sur la pétrochimie européenne. Et il est intéressant de voir que là où en 2005, nous avions des coûts de production dans la pétrochimie semblables, en Europe et aux États-Unis, aujourd'hui en 2012, l'écart s'est creusé énormément. Les États-Unis sont au niveau du Moyen-Orient et nous sommes au niveau de la Chine. Donc là où les États-Unis ont eu un choc de compétitivité, nous sommes dans une situation très difficile. La troisième lame de fond, et je m'arrêterai là sur cette première question, c'est l'échec des négociations climatiques internationales à Copenhague en 2009. Alors, est-ce que l'Europe va rester, je dirais, seule dans la course ou non? C'est toute la question pour 2015. Mais pour l'heure, il faut admettre qu'elle n'a pas du tout réussi à, j'allais dire, générer une stratégie d'entraînement. Donc c'est ça sur le plan international, c'est ce que... Exactement, exactement. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre peut-être à une contradiction croissante entre la politique énergie de l'Union européenne et la politique climat? Et quelles évolutions vous voyez dans les prochaines années? Parce que c'est assez contradictoire.
Effectivement, alors quand la crise a commencé, je ne sais pas si vous vous souvenez, on parlait beaucoup de croissance verte, et l'idée c'était de dire que finalement nous allions sortir par le haut de cette crise en nous appuyant sur cette transition énergétique, cette destruction créatrice schumpeterienne. En réalité, ce qu'on voit, c'est qu'au-delà des slogans, au-delà du marketing politique, cette transformation est très compliquée à réaliser. Ça s'étale sur des décennies. On parle de système énergétique, on ne parle pas simplement de changer telle ou telle centrale. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on ne sait pas encore concilier la lutte contre le changement climatique et une stratégie économique compétitive en Europe. Alors, me direz-vous, peut-être que c'est du côté de Bruxelles qu'il faut se tourner pour avoir cette vision, cette ligne. Malheureusement, on voit bien sur la scène bruxelloise que s'affrontent des lignes très différentes. Si vous allez voir la DG Concurrence, on vous parlera de libéralisation des marchés. Si vous allez voir la DG Climat, on vous dira le sujet c'est le climat. Si vous allez voir la DG Entreprise, qui monte de plus en plus dans le débat bruxellois, c'est la compétitivité, qui est le thème aujourd'hui à la mode à Bruxelles, qui vous sera mise en avant. Donc, on a un manque cruel, je dirais, de leadership au niveau européen. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des élections européennes en 2014. Peut-être vont-elles être l'occasion de recréer ce leadership dans l'équipe européenne. C'est là un point crucial parce que derrière 2014, il y a la négociation de 2015 à Paris, la grande conférence climatique internationale. Et si l'Europe, qui était unie à Copenhague en 2009, n'a pas réussi à susciter capacité d'entraînement, pourra-t-elle le faire si elle est désunie en 2015? On peut en douter. Et puis l'autre sujet, c'est de décider maintenant sur les objectifs à 2030. J'ai parlé des 3 objectifs pour 2020, mais dans le monde de l'énergie, 2030, c'est demain. Ce sont les investissements qui se décident dans les mois, dans les années à venir. Et là, que va-t-on faire? À nouveau, 3 objectifs, alors qu'on sait que certains sont partiellement contradictoires, l'objectif renouvelable et l'objectif CO2. On le voit en Allemagne, on a plus de renouvelables, on a aussi plus de CO2, parce qu'avec les renouvelables, il y a du charbon. Est-ce qu'il faut un seul objectif, un objectif CO2, où certains disent pas d'objectif du tout? Après tout, si on n'a pas réussi avec 3 objectifs à créer plus de compétitivité, plus de sécurité et plus de durabilité, changeons de méthode. Alors, à vous entendre, ça n'a aucun sens de parler d'une politique cohérente européenne. On vient d'entendre la table ronde, il y a déjà entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne, c'est le jour et la nuit. Quel sens est-ce que cela peut vraiment avoir? Alors, l'exemple de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne est très intéressant parce que lorsqu'a été annoncé dans la presse l'accord entre EDF Énergie et le gouvernement britannique, moi j'ai lu ce que disait la presse allemande. Et de manière très intéressante, que ce soit la presse de droite, la presse de gauche, les réactions étaient très virulentes sur le thème « Ah, mais on nous critique finalement sur notre Énergie 22 » et la presse allemande se fait l'écho des difficultés de cette Énergie 22, mais regardez les Britanniques, ils choisissent eux aussi, disait la presse allemande, un choix extrêmement coûteux, donc finalement nous n'avons pas tort à ce point-là. Donc ça suscite des réactions très nationales et c'est vrai qu'on a en ce moment un risque de balkanisation des politiques énergétiques nationales. Et de ce point de vue-là, on n'est pas aidé par les traités, parce que quand on regarde le traité de Lisbonne, il est extrêmement ambigu. Il dit à la fois les États membres sont souverains pour décider de leur mix énergétique, mais la Commission peut également décider, et c'est comme ça d'ailleurs qu'elle a pu décider que 20% d'objectifs de renouvelables devaient être atteints en 2020. Donc je pense que fondamentalement, il y a un problème institutionnel qui entraîne l'énorme sujet de gouvernance que nous avons aujourd'hui au niveau européen. À part la Grande-Bretagne et l'Allemagne, que nous avons déjà donc écouté, est-ce qu'il y a d'autres points qui sont différents d'un pays à l'autre sur la politique énergétique et qui risquent de démolir toute tentative de parvenir à un accord vraiment européen? Alors, la différence entre les mix nationaux, parce qu'aujourd'hui on raisonne toujours en termes de mix nationaux, est vécue comme un point de divergence. Et c'est vrai que quand on regarde, c'est un petit peu la théorie des 3 Europes. Si vous regardez l'Europe du nucléaire, par exemple, vous avez alors un premier groupe, le groupe des anti-nucléaires. C'est un petit club historiquement formé de l'Irlande et de l'Autriche que l'Allemagne a rejoint après Fukushima.
Alors, j'ai mis également l'Italie dans ce groupe parce que l'Italie a par 2 fois décidé de renoncer au nucléaire. Après Tchernobyl, il y a eu un référendum et les Italiens sont sortis du nucléaire. Et après Fukushima, il y a eu un référendum où les Italiens ont dit « nous ne voulons pas re-rentrer dans le nucléaire ». Donc même si le gouvernement n'est pas anti-nucléaire, la population n'accepte pas le nucléaire. Il y a des États ambigus. Alors là, c'est la Belgique, la Suisse, qui disent à la fois bon, je souhaite sortir du nucléaire, mais en fait, je ne sais pas trop comment faire. Et on a cette politique assez étonnante en Suisse où à la fois on dit on va sortir, et en même temps on prolonge la durée de vie des réacteurs au maximum. Et puis il y a les États qui gardent ou qui ont des projets nucléaires, qui se situent en gros à l'est et à l'ouest de ces États au centre de l'Europe. Et on en trouve beaucoup du côté de l'Europe centrale et orientale parce que le sujet pour eux, c'est de ne pas être dans un tête-à-tête gazier avec la Russie. Alors les 3 Europes, on les retrouve également dans le gaz de schiste. Alors là, on a encore 3 groupes. Ce ne sont pas les mêmes que dans l'Europe du nucléaire. Alors là, les États totalement opposés, on les connaît bien puisque la France est concernée, mais c'est également le cas de la Bulgarie. Il y a des États plus ambigus. Alors là, la carte bouge parce que les débats ont lieu en ce moment et que ça fait partie des négociations. L'Allemagne est encore très ambiguë, l'Espagne. Et puis il y a ceux qui disent, voilà, bon, moi je veux déjà savoir ce que j'ai dans mon sous-sol, hein, ce qu'on se refuse à faire pour l'instant en France, et je veux aller au-delà, je veux exploiter le gaz de schiste. Donc on sait très bien que le gaz de schiste ne sera pas en Europe le game changer, comme on dit qu'il est aux États-Unis, mais on n'a pas encore décidé si on voulait que ce soit un game opener, parce que le sujet c'est ça, c'est comment se créer des marges de manœuvre. Puis les 3 Europes, on les trouve dans un dernier domaine, c'est le charbon. Alors là, voilà, il y a une carte aussi, on voit que ce sont encore des États différents, avec des États très charbonniers. Le sujet, là, c'est la Pologne, qui cherche à sortir de cette dépendance au charbon, soit par le gaz de schiste, elle a également un projet nucléaire. Des États, un certain nombre d'entre eux, qui recourent encore énormément au charbon, quand bien même ils ne l'affichent pas dans leur politique, c'est le cas de l'Allemagne. Et puis d'autres États qui, soit avec le gaz, soit avec un mix entre le nucléaire et l'hydroélectricité, je pense à la Suède, c'est aussi le cas de la France, ne sont plus depuis longtemps des États charbonniers. Donc ces 3 Europes, pour l'instant, ne se rejoignent pas. Or, elles ont quand même des points de convergence et ces 3 Europes pourraient travailler ensemble davantage sur certains sujets. Et je pense à 2 sujets. Il y a le cas des transports, parce que quel est l'avenir des transports ? Je pense qu'on est tous d'accord pour penser que c'est un mix entre une électrification accrue dans les centres urbains et en même temps une gazéification des transports sur les plus longues distances, mais on n'a pas encore choisi ce qu'on voulait. Or, les choix devront être européens parce que ça n'a pas de sens de raisonner au niveau national. Et puis un autre point sur lequel les États gagneraient à travailler davantage ensemble, c'est, me semble-t-il, sur la question de l'acceptation publique. Parce que finalement, on parle de ces stratégies énergétiques européennes, de ces politiques nationales, mais on sait tous que dans cette transition énergétique, de plus en plus sont concernés les consommateurs et les citoyens, ne serait-ce que parce qu'ils la payent énormément, cette transition énergétique. Et là, cette problématique de l'acceptation publique traverse l'ensemble des sources d'énergie. Et puis les opinions publiques qui changent. Fukushima a changé beaucoup l'attitude en Allemagne. Exactement. Les opinions publiques changent. Et c'est pour ça que la question de la gouvernance est importante, parce que là, on n'a pas une gouvernance qui nous permet de prendre en compte ces changements, même si on est bien d'accord que quand on parle d'énergie, l'unité de temps, c'est la décennie. On ne peut pas changer du jour au lendemain. Et de même que l'unité de lieu, ça doit être véritablement le continent européen et pas la dimension nationale. Merci beaucoup à Cécile Maisonneuve pour cet aperçu de la situation en Europe. Vous pouvez l'applaudir. Merci.